Aben. Qui sec. Est-ce que je peux poser mes bagages le lendemain de partir? Poum, poum, poum. Il a À raccroché. l'église. Peut-être qu'il y avait un mauvais réseau. Ah non. Et le premier challenge, justement, c'était de marcher de Cotonou pour Natitingou sans argent. Quelle soirée, je pensais. Comme on le dit dans cette fille, il y a toujours une explication pour chaque chose. Et il n'y a pas de rencontre. Et comme on dit, le hasard n'existe pas. Nous voilà le 17 janvier 2025. Lui qui est là, premier nomade, et nous voilà dans Porto Novo. Et pour quelle raison, personne ne sait. En tout cas, on s'est rencontrés et c'est le moment de savoir ce pourquoi on s'est rencontrés. N'est-ce pas, monsieur Luc? Effectivement, effectivement. Donc, ouais, ça fait combien de temps qu'on se connaît, Nomade? À peu près 1 an déjà. Un Environ. an. Ouais, on va dire. Ouais, je pense que je t'avais connu par Facebook, en fait, Ouais. comme à peu près tout le monde. Je me suis dit, mais quel est ce fou qui fait Cotonou-Abidjan Ouais, Cotonou, Abidjan, à vélo. à vélo? Au début, j'y croyais pas. Et ensuite, ouais, j'ai commencé à suivre tes aventures. Et c'est là où je t'ai appelé. Je voulais faire une interview de toi, en fait, avec Live Bénin. Mais ça n'a pas pu se faire. J'arrivais pas à trouver la formule. On n'avait pas vraiment le matos approprié à ce moment-là. Et en fait, on a postpone. Et, donc, je me retrouve au Bénin 1 an après. et on se contacte. Et donc, on était censé juste passer l'après-midi ensemble. Justement. Et après ce qui s'est passé, on est allé visiter de façon un peu impromptue le Porto Nomade. Et on t'a rencontré. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait. On peut avoir enfin l'interview. Justement. Enfin, l'interview. Enfin, pas vraiment une interview. Plus une discussion. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Et Mais je pense que le fait que tous ces profils-là se rencontrent, ça, il y a l'énergie aussi. Qui se dit, voilà, on a envie vraiment peut-être d'échanger un peu plus, de découvrir des choses sur l'autre. Et Angelo, qui est super riche, en quelques secondes, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense que c'est une échange. On essaie de vraiment se découvrir aussi. Voilà, quoi. Donc, Ouais, c'est une encyclopédie vivante. ok. Et comme vous l'avez dit, énergie, et je pense que cette énergie, c'était en chacun de nous. Mais nous l'avons réellement prise ce soir à partir de ce plat. Chacun avec... Bon, moi, je n'ai rien dit. En tout cas, je ne veux dire personne. Moi, j'étais avec du télibo, c'est-à-dire la pâte de cossette d'igname, et avec la sauce de l'amande d'Afrique, c'est-à-dire astrokui. Et de l'autre côté, bon, de la cassa avec du tiayoman et la marrante dans le plat. Qu'est-ce que ça faisait? Dites-moi, racontez-moi tout ce qui s'est passé et en 30 minutes autour de ces deux plats. Bon, l'histoire, hein, c'est que après le Porto Nomade, on est allé manger c'est quoi? C'est le Foodseum. Ah oui, Foodseum. Yeah. Donc, le Foodseum, c'est un restaurant. Comment tu peux expliquer ce concept-là? C'est un musée de... Un musée de la gastronomie, on va dire, ça. béninoise. Ouais. Puisque ça propose des mets locaux, que ce soit du sud, je pense que ce soit du nord aussi. Je pense que c'est vraiment... En fait, c'est du plus béninois, du plus africain. Et maintenant, ils sont ouverts sur le monde. Mais la priorité, là, c'est la découverte de la gastronomie traditionnelle, ce que nous avons au Bénin. Et puis après, ils s'adaptent au reste du monde. Voilà. Donc, on s'est retrouvés à cet endroit-là. Et c'est de ça dont
dont tu parles. Donc, tu as pris Asrocoin avec Télibo. Asrocoin. Asrocoin. Pas Asrocoin. Non. Asrocoin. Bon, je comprends. Le minant se rappelant toujours son dacoin veut tout amener à coin. Non, c'est Asrocoin. Asrocoin avec Télibo. Ouais. Et nous, tous les deux, on a pris Chayo, c'est ça? Chayo. Je pense que c'est le meilleur. Ouais, en tout cas, chaque défend son cas. Non, mais c'était un choc pour moi. Je viens à Porto Novo, on va dire, depuis 2021, plus souvent. Et j'ai pas encore découvert ce niveau de cuisine, de gastro. Et pour moi, c'était vraiment un choc culinaire. Je me dis, ah ouais, voilà. Non, ils font de la très bonne cuisine. Ils cuisinent sans cube. Ouais, sans cube. Et quand on est descendu et tu allais lui demander si elle cuisine avec cube, elle a répondu quoi déjà? D'aller voir, elle me montrer les crevettes et tout. Je pense qu'il y a une certaine transparence aussi parce que d'autres, ils n'allaient pas être aussi transparents. Donc, oui. Ça fait que ça reste quand même une belle expérience. Et en plus, si tu veux quelque chose de vegan, c'est ça. Ouais. Je voulais, et même si Porto Novo a fini par m'adopter, et depuis 2020 et 2014, donc bientôt 11 ans dans Porto Novo, je connais un peu Porto Novo. Et parlant de Porto Novo gastronomique, tout à l'heure, on était au Foodsium, mais il y a aussi le centre culturel Wadada qui offre de bons plats. Et quand tu quittes Wadada, il y a le légendaire qui a également de bons plats au bord de la lagune de Porto Novo. Et juste dans la zone de l'Assemblée nationale, il y a l'endroit. Et là, tu as des mets africains et des mets occidentaux. Et si tu n'aimes pas la viande, tu n'aimes pas tout ce qui est du côté animal, nous avons Souma Vegan et dans Fonfon qui t'offre de plats vegan. Bon, je n'ai pas dit quelque chose. Tous ceux qui traversent le pont de Porto Novo veulent rentrer avec l'estomac qui garde un souvenir. Je ne sais pas si vous... Ça s'appelle Zancourant non vivi. Zancourant non vivi. C'est le cochon grillé, la viande de cochon grillé, c'est la spécialité de la zone. De Adjara à Porto Novo, passant par Miserete, pour qui arrive dans Porto Novo et n'arrive pas à prendre ce plat, je pense que sa visite dans Porto Novo reste encore ou manque encore quelque chose. Et je sais bien que M. Luc, chez Ousso, il connaît comme ça change. Je ne sais pas si j'ai menti. De temps en temps. Après, bon, j'essaye d'alléger un peu tout ce qui est viande, mais c'est vrai que, ouais, de temps en temps, c'était pas mal. Si c'était pas pour saliver quelqu'un, j'allais dire premier nommage de suivre pour cette découverte, mais désolé, il n'a pas la viande. Je mange pas la viande. Oui, effectivement. En vrai, Porto, c'est une destination incontournable quand on parle de découverte au Bénin. Je pense qu'on a tendance à mettre plus l'accent sur, par exemple, Ouida. Ok, il y a des choses à découvrir, mais je pense que quand je suis ce que M. Angelo dit, il y a pas mal de choses aussi à faire ou à découvrir à Porto et c'est quand même intéressant d'apprendre tout ça. Voilà. Non, en fait, le tout se situe au niveau du marketing territorial. Et Ouida a réellement démarré à partir du festival Ouida 92 et désormais, tous les yeux sont rivés vers Ouida. Tous les yeux sont sur Ouida parce qu'il y a l'action politique, il y a le marketing. Mais à côté de Porto Novo et de Ouida, nous avons également d'autres zones. Par exemple, vous venez dans Porto Novo, je peux vous prendre une semaine dans Porto Novo, on ne va vraiment pas finir de découvrir Porto Novo. Et aujourd'hui, juste à côté de Porto Novo, il y a Adjara avec la rivière Noire. Voilà cette destination avec laquelle par jour, on va jusqu'à 200 visiteurs au moins. Lorsque c'est la grande saison, vous enregistrez jusqu'à 200 visiteurs. Et c'est réellement ce qui est plus vendu aujourd'hui dans la zone Ouémé. Mais bon, si on ne te le dit,
tu ne vas jamais. Pour la petite anecdote, j'ai pris du sodabi aujourd'hui. De la rivière De Noire. la rivière Noire. Ça, c'est... Et ce que j'ai constaté, c'était un peu différent. Déjà, très, très bonne qualité. Et ça avait cette saveur un peu sucrée. Monsieur Luc, si vous... En parlant du goût, on en voit la queue. je pense que j'en redemande. Mon organisme en redemande. Juste un peu pour ne pas raconter des conneries après. Je sais pas, bon, quand on fait ça à côté de toi, tu es tenté. Je reprends. Ah ouais. Voilà. Alors, ça, c'est le solabi de raffia, du palmier raffia. C'est le vin ou la sève du palmier raffia qui a été fermenté puis distillé pour donner cela. Et la spécialité juste derrière la rivière Noire, c'est dans le village de Vaillant, avec une mémé qui est au-delà de 80 années d'existence, qu'on appelle Kotan, Madame Yaocha Agunandje. C'est elle qui fait ça. Je pense vraiment elle ravit la vedette en la matière. Et passez goûter et vous serez vraiment attaché. Et c'est parce qu'on est attaché qu'on va désormais s'attacher à quelqu'un, lui qui aime tout abandonner pour aller découvrir. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Personne ne sait. Mais, ok. sec. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Non, mais... Ok, monsieur Luc, qu'est-ce que ça Qui fait? sait? Bon, moi je sirote. Hein. Ah, Je ne suis pas aussi fou que lui. C'est la meilleure façon de chanter. On en chante même, c'est Souraï, Souraï. Qu'est-ce que ça fait? Souraï, Souraï. qu'est-ce que ça fait? Souraï, souraï. Qu'est-ce que ça fait? Souraï, Souraï. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de voyager à moto et à vélo, de découvrir l'Afrique à vélo? Je pense à la question. Ça fait plaisir. C'est une question, je vais dire, qui offre beaucoup d'horizons pour répondre parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au voyage. Mais je dirais juste, d'une part, ça fait plaisir. Et en tant qu'Africain qui est passionné de sa culture, qui est passionné du fait de vouloir connaître ce qui se passe chez lui, je pense que, voilà, il y a aussi une forme de fierté par rapport à tout ce que je découvre. Voilà, donc il y a ce sentiment-là assez souvent quand je voyage et quand je suis en contact avec d'autres communautés. Et est-ce que l'appellation, sinon le pseudo, premier nomade, est venue de cette passion? Racontez-nous cette histoire. Ah, premier nomade. Alors, oui, c'est venu de cette passion-là et c'est surtout pour exprimer cette passion-là, je dirais. Au départ, c'était le nomade du 21e siècle. Un peu pour dire un nomade des temps nouveaux. Par exemple, un nomade qui voyage en véhicule, à vélo, à moto ou en avion, mais qui exploite les outils du 21e siècle. C'était en gros ça. Mais pour des questions de branding et beaucoup de choses, c'était aussi long. C'était pas facile à garder. Donc, il y avait eu cette inspiration-là de dire premier nomade et c'est resté premier nomade. Et surtout, ça soulève souvent la question. Les gens disent, mais si tu es le premier nomade ou le deuxième nomade? Alors, sinon, moi, j'allais même poser la question parce que chez nous ici, et dans toute la zone africaine subsaharienne, nous avons les Peuls. Et parlant Ouais. de nomades, ce sont les Peuls, les vrais nomades. Et je me dis, auriez-vous de racines Peuls ou... Non. Non. Mais j'admire ce qu'ils font, dans le sens où ils sont dans le mouvement. Vous savez, aujourd'hui, on est plus attaché à des routines, ça soit par rapport au travail, ça soit par rapport à une activité, mais on est quand même dans une certaine routine et peut-être, voilà, par moment, on a peut-être des vacances ou des congés, mais quand même, on est quand même attaché à cette forme de routine. Et en ce sens, j'admire leur mode de vie dans ce sens où ils se déplacent quotidiennement. Je pense que quelque part, ça m'inspire. J'essaie aussi de m'inspirer de cette communauté-là. Mais en vrai, j'ai pas vraiment une source directement liée au peuple ou aux communautés nomades de façon générale.
Avant d'aller à 2, il faut passer par 0 et 1. C'est pour dire, je pense que la première aventure, ce n'était pas Cotonou, Abidjan, mais peut-être dans Cotonou ou dans le Bénin. Et je veux dire, comment ça a démarré? Ça a démarré. En fait, moi, j'ai vécu beaucoup au village. Et, euh, et quand tu es au village, tu n'as pas une idée de tout ce qu'il y a à l'extérieur. En fait, tu es limité à ton espace. Et la première fois où je viens à Cotonou, c'était un choc pour moi. Parce que je pouvais découvrir plein de trucs. Que moi, j'étais au village, il y avait les champs, je ne me plaignais pas. C'était bien. Mais quand tu sors, c'est un choc, en fait. Tu te dis, waouh. Et disons que il y a eu un peu ce déclic à ce niveau-là. Mais c'était pas encore quelque chose que je voulais faire. Donc après, je suis venu à Cotonou, je suis resté à Cotonou. Et le, le deuxième déclic, c'est quand j'ai commencé par voyager à l'intérieur du Bénin. Je me dis, ah, mais ok, il y a Cotonou, mais il y a aussi Dassa, il y a aussi Parakou. Oui. Et là, je me dis, ok, moi, j'ai envie de découvrir tout le Bénin. Et le premier challenge, justement, c'était de marcher de Cotonou pour Natitingou sans argent. Ok, ouais, tu m'as dit. Donc, ouais, comment ça s'est passé? Ça a duré combien de temps? 46 jours. 46 jours. Donc, en Ouais, 46 jours, tu es arrivé au Bénin de Cotonou à Natitingou à marcher et sans aucun sou en poche, ouais, arrivé à trouver à manger, arrivé à trouver à dormir. justement. Je pense qu'il y avait cette question surtout de l'hospitalité. Ouais, Et on en parle avec des amis et tout ça. Parce qu'à partir du moment où je commence à me dire, je vais voyager et tout ça, il y a la question qui revient. Est-ce que tu connais les gens? Les gens sont ci, les gens sont ça. Et moi, ça me dérange en fait que des gens qui n'ont pas voyagé soient en train de tenir des discours comme ça. ouais. Et du coup, je me dis, il faut que moi-même je fasse l'expérience. Et la meilleure manière, c'était de faire une expérience sans argent, où je suis obligé d'aller demander de l'aide, où je suis obligé d'aller vers les gens et d'être vraiment dans le besoin. Puisque si j'ai de l'argent, je peux me dire, OK, si j'ai de l'argent et je vais voir quelqu'un pour dire, OK, je veux donner à manger, la personne me refuse. Je pourrais dire, OK, je prends mon argent, je vais m'acheter à manger. Oui. Mais du moment où tu n'as pas d'argent et que c'est ta seule issue, je pense que la démarche est plus authentique comme ça. Donc, c'est comme ça, moi, je suis parti, j'ai pris mon sac à dos, puis je me suis mis sur la voie. Wow. Et, et en fait, chez nous, on dit dis donc Melintin, oui, ou Melintin. C'est dit facilement ne sera jamais fait facilement. Justement. Racontez-nous cette aventure. Comment c'était? Comment les gens vous avaient accueilli? Comment c'était vu? Comment vous étiez vu? Parce que 46 jours. 46 jours, je dois manger, je dois me laver, je dois laver les vêtements. Comment c'était? Alors, je dirais que c'est ma plus belle aventure, sinon l'une de mes plus belles aventures. Euh, voilà, c'était pas facile. C'était pas facile dans ce sens où, ok, il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés. J'ai dû dormir parfois dans la rue. J'ai dû dormir parfois affamé, c'est-à-dire sans manger. J'ai été malade. En tout cas, j'ai eu pas mal de soucis. Mais en même temps, l'hospitalité des gens, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. Je dirais même qui m'a transformé sur ma perception de voir l'humain. Parce que, voilà, on est tout le temps dans ce discours, les gens sont mauvais, les Béninois sont mauvais, les Togolais sont ci, les Ivoiriens sont ci. Et on est un peu emprisonné dans ce discours-là. Et moi, le fait d'aller faire ma découverte, le fait d'aller vers des gens, je pense que c'est quelque chose qui m'a transformé. Même si j'ai eu beaucoup de refus, je pense que les gens qui m'ont accepté, les gens qui m'ont hébergé, les gens qui m'ont nourri, je pense que moi, ça m'a transformé sur ma manière de voir le monde, sur ma manière d'agir envers les gens. Ok. Vous savez, si l'Afrique a quelque chose à vendre, je pense que c'est l'hospitalité, la solidarité. Et c'est même ce que j'ai vécu tout à l'heure. Quand on a fini le resto et chacun devrait démarrer,
D'abord, je suis allé prendre de l'essence, 2 litres d'essence quelque part. Et c'est après avoir vraiment versé que j'ai su qu'il y avait de l'eau Oh. dans l'essence. Et ce carburant, bon, j'ai démarré la moto. 10 minutes après, la moto s'était éteinte. Et voilà, il sonnait déjà 23 heures. Il n'y avait plus de mécanicien. J'ai commencé à traîner. J'ai fait au moins 7 minutes. Tout le monde passait, mais il y a un zim. Juste, il m'a vu, il a dit, quel est ton problème? J'ai dit, il faut arrêter, j'ai tel souci. En même temps, il sort tout ce qui est tournevis. C'est aussi, je l'avais sollicité. Il s'est maintenant mis à m'aider, il a trouvé la solution. Et c'est là que je me suis dit, la solidarité, parce qu'on définit toujours l'Afrique par la solidarité mécanique. Karl Marx nous a défini par la solidarité mécanique, où le problème de l'autre est moi mon problème. Maintenant, vous avez dit, durant votre aventure, il y a eu des refus. Selon vous, ces refus étaient dus à quoi? Alors, je ne pourrais pas définir clairement la source de ces refus, mais il y a quand même, je pourrais quand même donner une idée de ce que je pense. Je pense que quelque part, les gens ont peur. En tout cas, selon mon analyse, finalement, j'ai eu des refus dans des zones en griffe civilisées. Par exemple, aux alentours de Cotonou, un peu à Alada, un peu en griffe les grandes villes. Mais généralement, dans les campagnes et tout ça, c'était très facile. En fait, c'est comme si on m'attendait. J'arrivais, c'est comme si j'avais déjà appelé et puis on te sert de l'eau et puis on dit, OK, est-ce que tu vas pas manger? On te donne à manger. C'est comme si, voilà, c'est comme si tu avais prévenu avant d'arriver. C'était normal pour les gens, en fait, Oui. d'aider. Tu vois? Donc, je dirais que c'est peut-être par rapport à une peur que les gens ont développée. Et ça, c'est la première raison que je trouve un peu derrière. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, il y a les nouvelles, on dit, OK, telle chose s'est passée quelque part, telle chose s'est passée. Donc, je pense que toutes ces informations-là, les gens les emmagasinent. Et puis, ça crée cette peur intérieure, ce qui fait que on a du mal à s'ouvrir envers les autres. Après, je pense que aussi le mode de vie urbain donne certaines habitudes. Ouais. Dans le sens où je peux complètement comprendre, hein, si je suis en ville et que j'ai un inconnu qui demande d'habiter chez moi. Déjà, en ville, les maisons sont faites différemment. Au village, tu vas trouver des maisons familiales. Justement. Tu vas avoir toute la famille des arrière-grands-parents au bébé qui vont être dans la même grande maison familiale. Tu vas avoir des communautés. Or, en milieu urbain, c'est différent. Donc, si un inconnu arrive, tu n'es pas équipé de la même manière pour l'accueillir. Justement. Ce qui peut, enfin, tu vois, il y a des histoires. Il y a des histoires de gens qui hébergent des inconnus et ça vire à la catastrophe, quoi. Effectivement. Donc, on est un peu un produit de son environnement dans le sens où tu es dans une grande ville, tu vois quelqu'un qui arrive et qui demande à être hébergé. Bon, tu réfléchis. T'as vraiment... comment dire, il faut vraiment que tu aies la foi avant de dire Ouais. Oui, Effectivement. tu vois, non? et en fait, avec ce changement de comportement, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais nous accusons la culture ou l'acceptation ou cette totale adoption de la culture occidentale. Et c'est là que je voulais m'adresser à M. Kosso pour dire, pour lui qui a passé plus de temps en Europe qu'en Afrique, est-ce qu'on peut dire que oui, en refusant l'inconnu, en refusant de donner l'hospitalité à l'inconnu, on est réellement dans une dimension d'accepter ou d'adopter la culture occidentale? Parlez-nous de vos expériences là-bas. Bon, enfin, je pense hein, que au niveau humain, il y a des choses qui vont être pareilles où que tu sois et que ça ne dépend pas d'un continent ou l'autre. Probablement, si tu avais été en Europe dans un petit village, dans des petits villages, on t'aurait peut-être accueilli le soir plus facilement que dans des grandes villes.
Tu vois. Ça dépend. Donc, bon, je ne catégorise pas trop À ce niveau. Oui. à ce niveau-là, ouais. Mais je pense que c'est beaucoup plus une affaire de lieu. Tu vois, si tu te retrouves, je ne sais pas moi, au centre de Londres, c'est pas pareil que dans un petit village polonais, par exemple. parce que tu ne seras pas accueilli pareil. Alors, le Tu tout vois, un dépend peu. du milieu, le tout dépend des personnes. Et faire 46 jours à marcher du sud au nord du pays, je pense que c'est 46 différentes pages d'une belle histoire. Et Effectivement. des 46 pages, prenez juste une page, parlez-nous de celle-là. Juste une histoire de ce voyage. Et je vais prendre 2 pages par contre. Ah, ok. Une page noire et puis, bon, une page blanche. Ok. Non, ok. Oui, je comprends. Ouais. Justement. Donc, des belles histoires, j'en ai eu, mais il y a une qui m'a touché particulièrement. Je pense que c'était à Banté. Oui, Banté. Où ça? Bante. Banté. C'est un peu après Dassa. D'accord. Savalou, Dassa, tout ça. Ok. Ok. Ouais. Donc, ce soir-là, j'ai cherché un abri. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait le voyage sans argent. Donc, je suis allé vers un chef de village. Il a refusé, c'était pas possible et tout. Et donc, je me retrouve dans la rue et je marchais. Et je trouve un pack d'automobiles. Et là, je rentre pour expliquer ce que je faisais parce que je cherchais un abri, en fait. Et Mhm. le monsieur qui m'a accueilli dit d'accord. Ok, je vais t'aider. Le monsieur me prend, il me ramène chez lui. Il n'a même pas demandé mon nom. Je pense que à ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait. Il ne connaît pas mon nom. Il m'a amené chez lui. J'ai pris une douche. Il m'a installé chez lui. Puisqu'il était de gaz au parc, donc il est reparti au parc. Donc, du coup, j'ai dormi seul chez lui. Il m'a laissé avec ses affaires, tout. J'ai dormi. Le lendemain, il est revenu le matin. Il est venu me prendre. Il est parti. On a mangé. On a pris un petit déjeuner. Et puis, j'ai continué mon chemin. Et c'est le lendemain, il me demande mon nom et tout ça. Sur le coup, il voyait quelqu'un dans le besoin. Il fallait l'aider, en fait. Et enfin, et des histoires comme ça, j'en ai eu beaucoup, suffisamment pendant ces 46 jours. Donc, c'est une histoire qui me marque particulièrement. Et voilà, ça me pousse à encore croire à l'humain, à ne pas dire, voilà, c'est perdu totalement. Et Ok. Et ici, je lis, mon objectif est de relever des défis qui apportent un changement positif dans les communautés que je traverse avec lesquelles je collabore. 46 jours, spécifiquement, qu'est-ce que vous avez apporté aux différentes communautés que vous avez traversées? Alors, qu'est-ce que j'ai apporté? La communauté, je le définis pas forcément par rapport à un lieu spécifique. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la communauté, c'est au-delà de ça. Avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous suivent. OK, mais quand même, par rapport à ce parcours-là, ce que je voulais surtout documenter, c'est le niveau d'hospitalité des gens au Bénin. Et c'était important pour moi qu'on ait sur des faits réels, qu'on puisse se dire, OK, soit on est hospitalier, on n'est pas hospitalier. Pour quand même, pour des gens qui hésitent encore à voyager, à se lancer dans des projets comme ça, de se dire, OK, il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a effectivement l'hospitalité. Et pour moi, c'est vraiment le fruit de ce parcours-là que j'ai partagé en temps réel sur mes réseaux sociaux. Mais actuellement, j'écris un livre pour documenter un peu ce parcours et tout ce que j'ai appris. Mais je pense au-delà de ça, j'ai partagé de très bons moments avec ces personnes-là que j'ai visitées. J'avais gardé ma guitare, donc à chaque fois que je faisais une pause, on jouait, on dansait. Et parfois, je passais dans des écoles. J'étais passé dans une école. Imaginez, c'était la première fois où ils voyaient une guitare. Wow. Et imaginez, il y a peut-être un enfant, ça a pu créer peut-être un déclic, se dire, moi, je vais être musicien. Ouais. Vous voyez, donc, Tu as dû créer des carrières. Hein. justement, attendons d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, Ah ouais, quelqu'un viendra se dire, OK, un jour, j'étais là à l'école, il y a un mec qui est passé, un monsieur qui est passé.
Et avec sa guitare, il marchait et tout. Et ben voilà, je me suis dit, je vais être musicien. Donc, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'impact. Et je pense que ça a motivé d'autres jeunes à se lancer dans des projets. Après, il y a des gens qui m'ont contacté. Ah, mais je voulais faire tel projet, mais c'est après que tu as fait ta marche. Je me suis dit, OK, il faut que je me lance. Donc, ces gens de témoignages, je pense que, voilà, pour moi, c'est le fruit de l'impact qu'on aura qu'on aura créé à travers ce projet-là. Voilà. Et je pense qu'on a sauté ta deuxième Ah, histoire. la page. Voilà, Ah oui, la deuxième page. on l'a sauté. Ok. C'était à Lada. Oui. Ok. Donc, ce soir-là, je marchais autour de, vas-y, 19h, 20h. Mhm. Et j'ai une communauté WhatsApp où je Oui. partage en temps réel où je suis. Oui, Si je oui. bouge, je dis je suis à tel niveau pour leur permettre de me suivre un peu, de vivre un peu le truc avec moi. Oui. Et vu que je m'avançais vers la DAI, ils me disent, OK, marche encore un peu. Puisque j'aime pas marcher la nuit. J'aime marcher en journée, aller vers les gens en journée, demander et tout ça. Parce que arriver la nuit, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est encore d'autres considérations, en fait. Voilà, exactement. Du coup, quand il se faisait nuit, le gars dit, OK, marche jusqu'à Alada. Il y a une église, il y a la grande église, là, je sais pas comment. Le truc marial, là. Marial. OK, voilà. Les gens disent, OK, marche jusqu'à ce niveau, tu D'accord. vas certainement trouver de l'abri et tout ça. Et du coup, moi, je me force, je marche jusqu'à 19h30 comme ça, donc il faisait un peu déjà noir. J'arrive là et je demande c'est qui le responsable, parce qu'il y avait un gardien, on me dit, OK, j'ai pris son numéro, je l'appelle, je me présente, voilà ce que je fais. Est-ce que je peux poser mes bagages le lendemain de partir? Poum, poum, poum. Il a À raccroché. l'église. À l'église. Bon. Il y a quelqu'un qui est en train d'être inspiré ici. C'était le choc. J'étais choqué. Peut-être qu'il y avait un mauvais réseau. Ah non. Possible. Mais j'ai rappelé. Après, il n'a plus décroché de toute la soirée. Je pense qu'après, il a appelé le gardien que de ne pas me laisser. Je me dis au gardien, ah, OK, est-ce que je peux même déposer juste mes affaires à l'intérieur et rester, voilà, juste au dehors? Il dit non, que c'est pas possible. Donc, je pense qu'il a appelé pour lui donner des instructions. Voilà. Et j'ai dormi au dehors le jour-là. Parce que après, j'ai cherché dans la zone, j'ai pas trouvé. Ouais. Il y avait un resto en face. J'étais allé voir le propriétaire du resto si je peux dormir devant là. Il a dit OK, il a dit pas de problème, donc voilà. J'ai dormi là, Tu as dormi devant le resto. ouais, en face de En l'église. face de l'église. Non, mais pour moi, c'était vraiment un choc. Peut-être que sa batterie était morte. Et ce lieu, je vous dis, toutes les fêtes de Noël au lendemain, et dans tout ce qui est archidiocèse de Cotonou, c'est organisé pèlerinage pour les enfants. On va là-bas. Là-bas, il faut payer. Pas- Qu'est-ce qu'il faut payer? Non, mais déjà, vous payez déjà à l'église et la paroisse a quelque chose à payer sur les lieux là-bas pour l'entretien des lieux, pour la messe, pour tout ce qui va se passer. Et on y va pour aller faire 3 jours, pour aller rencontrer Notre-Dame, Marie. Je me dis... Et ça, c'est payant. Oui, qu'est-ce qui est gratuit à l'église? Rien. Même la messe sur le corps, c'est payant. Bon, moi, j'étais tellement choqué que j'ai voulu avoir des réponses. Et donc, le lendemain, je repars voir ce prêtre-là pour lui demander, mais pourquoi il m'a raccroché au nez? Pourquoi il m'a raccroché au nez? Pourquoi il m'a laissé au dehors? Il m'a sorti des excuses. Si quelque chose m'arrivait la nuit, que c'est comme ça, il y a des choses qui arrivent. Il m'a sorti des excuses. Je me dis, OK, si peut-être un point, il a raison, mais je pense que l'Église, c'est l'exemple le plus parfait de l'hospitalité, tu vois. Si on te refuse à l'église, OK, c'est que tout le monde peut te refuser, en fait, sans... voilà, tout le monde a raison de te refuser, quoi. Mais voilà que j'ai dormi chez des inconnus, des gens m'ont accueilli sans me connaître, m'ont nourri, et même si ces raisons étaient valables, moi, personnellement, je les accepte pas. Et
le pire, c'est que quand j'ai fini le voyage, quand j'ai atteint Nati Tengu, Oui. c'était un peu médiatisé et tout ça. Beaucoup de personnes ont relayé. Et Qu'est-ce qui t'a rappelé? il s'est rappelé parce que j'ai un ami qui a publié et il commentait en fait, il disait à l'ami, ah, mais il était venu chez moi, mais j'ai pas cru en lui. Et ça m'a encore plus choqué parce que quand j'étais allé lui demander des réponses, il m'a pas dit, je ne crois pas en toi. Il m'a sorti des excuses qui n'étaient pas en fait les vraies excuses. Oui, oui. Et c'est maintenant que je réussis et que tout le monde en parle qui dit que il n'a pas cru en moi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une histoire vraiment choquante. Il aurait fallu qu'on l'invite. Ouais, justement. Il faut qu'on trouve le moyen de l'inviter. Tu vois. Mais Peut-être là- qu'il était à Porto Nomade. Peut-être. Parce que on va vous sortir des versets bibliques pour tout expliquer. Non, Et- bon, moi, je vais pas blâmer l'Église. Je me dis, OK, il avait sa responsabilité, il l'a pas respecté. OK, ça en aurait peut-être un autre prêtre, Oui, ça aurait il peut-être faudrait- été différent. Ah ouais. Mais visiblement, j'ai pas la chance avec les églises catholiques parce que j'en ai vécu d'autres expériences comme ça, dans d'autres challenges. Donc, du coup, ça commence à se poser des questions. Mais je me dis, OK, pour le moment, je mets ça sur le coup de leur responsabilité. OK, ils n'ont pas assuré. Peut-être qu'ils n'étaient pas, OK, ils n'étaient pas au top pendant. Bon, Oui, c'est une histoire de religion, mais c'est aussi une histoire de personne. Donc, Ouais, justement. Donc, faut pas forcément jeter la pierre. en tout cas, et je pense à la pause, c'était dans des écoles ou sur le chemin avec la guitare. Et Ouais. que disait la guitare? ah, moi, depuis longtemps, j'ai été passionné de la musique. Je suis toujours passionné de la musique. J'aurais peut-être fait une carrière de musique si j'avais suivi un certain cursus. Mais là, c'est devenu juste une passion où je chante à la maison, je chante avec des amis. Et moi, je trouve que ça aurait été un plus à ce parcours-là, de pouvoir apporter quelque chose à ceux que je rencontre, puisque j'ai pas d'argent, j'ai que mon sourire et ma guitare. Donc, quand j'arrive chez des gens, je joue. Parfois, ils chantent avec moi. Parfois on danse. Parfois, je vois des enfants au bord de la voie, je commence à jouer, ils commencent à danser. Et tu vois, c'est vraiment cette ambiance-là. Mais ici, il n'y a pas d'enfant. Mais celui que vous allez dire, kéké, kéké, kéké. Et moi, je vais dire ça. Kéké, kéké, kéké. Mettons la guitare. Alors, juste cette coup de pause pour passer maintenant au challenge Cotonou-Abidjan. Si l'autre Cotonou Nati Tengu a été à pied, cette fois-ci c'est à vélo. Pourquoi ce changement de canal? Pourquoi ce changement de moyen? Ok. Disons que après que j'ai fait Cotonou Nati à pied, on a commencé par me coller un peu cette étiquette-là. Ah, c'est pas le gars qui marche là. Quand les gens me voient sur des événements et tout, ah, c'est toi le gars qui marche. Ça commence par me saouler à un moment donné. Je me dis, je suis pas le gars qui marche. Faut pas me définir comme ça. Moi, ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est le gars qui fait des challenges, c'est le gars qui apporte du changement dans les communautés. Voilà, c'est vraiment par rapport à ça, je veux qu'on me reconnaisse, quoi. Donc, du coup, je me dis, OK, faisons un autre challenge, mais cette fois-ci, à vélo. Aussi, le vélo aussi, parce que je voulais une autre expérience, vivre l'aventure autrement. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi on est passé du pied à vélo. Et voilà. Et pour la première expérience, vous étiez seul. Mais pour cette fois-ci, Pour cette fois-ci, on était 3. Il y avait 2 hommes et une femme. ok. Et là, c'est quoi? Comment vous aviez fait le choix, ou c'était eux-mêmes lancés, ou c'est vous qui leur avez dit, faites avec moi? Un soir comme ça, j'ai discuté avec des amis. Il y avait 2 Ivoiriennes et puis un Béninois. Donc, pendant ce temps, il y avait la CAN qui se planifiait et tout. Et puis, dans un amusement comme ça, on disait, et puis, puisque je leur racontais Cotonou, Nati à pied, et ils se disaient, et puis je disais en plus,
Ben, ici, on allait cette fois-ci à Abidjan à vélo. Donc, c'était juste, on a rigolé et tout. Et moi, quand je rentre dormir, je me dis, ah, ici, on le faisait. Et c'est à partir de là, ça commence à devenir un projet. C'est à partir de là que je commence à réfléchir. Parce que je suis toujours dans la perspective, qu'est-ce que j'apporte à travers un projet. C'est vrai, j'aime faire des challenges. C'est fun. Ouais, c'est fun. On découvre et tout ça. Mais qu'est-ce que j'apporte? Donc, c'est à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir à tout ça et à constituer un vrai projet avec des objectifs et avec des résultats qu'on attend. Donc, finalement, le projet s'est nommé Aquaba Cycle Trip. Aquaba, parce qu'on va traverser. Aquaba, c'est une expression qu'on partage, que ce soit au Bénin, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Chez nous, on dit Kwaba. Bon, ça fait presque pareil, ça veut dire les mêmes choses. Donc, au Ghana, ils disent Aquaba et aussi en Côte d'Ivoire aussi. Donc, et la Cannes aussi avait ce mot-là comme marque. Donc, du coup, on est parti sur Aquaba Cycle Trip pour parler de voyage à vélo. Et les objectifs pour ce nouveau challenge, c'était plus de documenter tout ce qu'on voyait, que ce soit culturellement, voilà, socialement, mais voilà, essayer d'être dans un contact avec des gens qu'on voit et essayer de partager de la positivité, voilà. Et cette fois-ci, ça a duré combien de temps? Cette fois-ci, ça a duré 24 jours. Wow. 24 jours. Voilà. Et quelles étaient les destinations entre Abidjan ou Cotonou et Abidjan, quels sont les pays ou quelles sont les villes qui vous ont accueillis? Ok, entre Cotonou et Abidjan, on est passé par Lomé. Ensuite, on est passé par Accra, Cape Coast et Lubo. Disons qu'on a plus pris la voie qui passe par la plage. Bon, c'est pas tout le temps à la plage. Des fois, on rentre dedans, on redescend, mais c'est essentiellement la voie de la plage, quoi. Ok. La voie côtière. Voilà, c'est ce que je voulais dire, la voie Oui, côtière, justement. Et si 46 jours a été sans agent, 24 jours, c'est avec de l'argent? 24 jours, oui. Oui et non. Oui, dans le sens où si on attendait d'avoir tous les moyens, on n'allait pas commencer. Et du coup, on a vraiment, vraiment commencé avec les moyens de bord. Et pendant ce trajet, on a travaillé aussi. On a travaillé parce que l'argent qu'on avait, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait, puisqu'on est des créateurs de contenu, on a travaillé avec des hôtels, des guest houses, des restaurants qui soit nous payaient en liquidité, soit nous offraient une nuit d'hôtel, soit nous offraient à manger. Et ça couvait ensuite quelques parties des dépenses qu'on a fait pendant ce trajet-là. Mais c'est parce qu'on voulait vraiment le faire, on voulait pas attendre d'avoir tous les moyens, quoi. Donc, par exemple, vous alliez dans un hôtel Oui, et du coup, vous leur proposiez le deal. justement. OK. Ça peut être la veille, on appelle, on essaie de checker sur Google Maps, OK, quand on arrive dans telle ville, il y a tel hôtel, on prend les contacts, on appelle, et monsieur, voilà ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresse qu'on dorme chez vous, et en retour, on vous fait de la pub, voilà. Ouais, c'est un bon deal. Et est-ce que dans tous les cas, ça marche? Dans tous les cas, ça n'a pas marché, Ah, mais dans beaucoup de cas, ça a marché, bizarrement, c'est pas un truc qu'on avait forcément préparé, quoi. Des fois, on arrivait au portail de la ville et c'est là on appelle, en fait. On appelle et les gars disent, OK, passez, on discute. On passe, on discute et puis bon. Vous tombez sur... Ouais. Donc, ça a été quand même un support parmi tant d'autres. Et il faut dire que beaucoup de personnes nous ont soutenus aussi pendant ce trajet-là. Ça à travers les partages, ça à travers les commentaires. Et certains ont même aussi participé financièrement. Cool. Donc, et je pense que c'est à partir de là qu'on s'est connus, toi et moi aussi. Oui. Parce que vous aussi, vous nous avez soutenus avec l'AF Bénin. Oui, on a fait quelques posts. donc c'était un peu ça. Et vous aviez eu aussi... donc, il me semble que vous êtes allé
à 3, c'est ça? Oui, Mais on est vous n'êtes pas rentré à 3. à 3, justement. Oui. La dame, elle s'est retournée à Lomé. Donc, elle a fait Cotonou jusqu'à Lomé, donc on va dire environ 160 C'est kilomètres. déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Cotonou à Lomé en vélo, Lomé. je pense que... Ah, donc, si je comprends bien, et après Abidjan, vous êtes revenu encore à Non, vélo. on était 3 au départ. Oui. Ok. Après Abidjan, Oui. oui, mais cette fois-ci, on a fait vélo autostop. Ok. Avec les vélos sur le toit. Ouais, avec les vélos, on a arrêté des camions et trucs. Ah, des camions. C'était pour essayer de voir si c'était possible. C'est toujours voir si c'est possible de faire. Quand il y a une idée, pour moi, en fait, il faut vérifier, en fait. Oui. Donc, c'était toujours dans la perspective de voir, OK, si on a 2 vélos, est-ce qu'on peut quitter Cotonou si on peut quitter Abidjan pour Cotonou? Pour Cotonou. Et ça a été possible, justement. Donc, Ok. on fait un peu de vélo, on essaie de faire du autostop. Et voilà, c'est comme ça qu'on est revenu à Cotonou. Alors, l'autre challenge de 46 jours, c'était pour étudier l'hospitalité des peuples. Et pour ce challenge de 24, entre Cotonou et Abidjan, quel a été l'objectif ou bien quels sont les résultats? Ok, l'objectif, c'est de documenter la richesse culturelle de cette région-là de l'Afrique, en tout cas des zones qu'on va traverser, et essayer de partager aussi la joie, l'ambiance qu'on a avec les gens que nous rencontrons, mais surtout essayer de mettre en avant la positivité voilà, de ce voyage-là. Parce que comme je le disais, on a tendance à mettre assez souvent tout ce qui est mauvais en Afrique, alors que je pense qu'il y a quand même de très belles choses qu'on pourrait mettre en avant. Donc, c'était ça. Et toujours, c'est pour aussi inspirer cette jeunesse-là à se lancer dans des projets, à se dire, OK, c'est possible. Parce que justement, qu'est-ce qu'on me dit souvent quand je parle d'un projet comme ça? On dit, ah, mais c'est des trucs de blanc. C'est justement parce qu'on n'a pas des modèles ici. Et à partir du moment où nous, on commence à le faire, ça devient des modèles pour des jeunes, pour se dire, OK, ah, mais vous voyez, il y a tel Béninois là, il y a tel qui a fait. Moi, j'ai envie de le faire aussi. Oui. Et donc, disons que à travers ce challenge, on est en train de créer aussi un modèle, voilà, pour ceux qui ont envie de faire ce genre de challenge. Et progressivement, voilà ce qu'on est en train de faire. En fait, quand personne ne l'a jamais vraiment fait avant, tu peux pas vraiment te sentir capable de le faire. Justement. Et, Déjà que c'est difficile. oui. Voilà. Et en plus que tu ne vois pas de modèle autour de toi, tu te dis non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Ça me rappelle cette anecdote de la guitare de laquelle on parlait tout à l'heure. Parce qu'en fait, ouais, tu as montré une guitare à un enfant qui n'en a jamais vu une. C'est à peu près pareil quand tu vas de Cotonou à Abidjan à vélo. Tu peux aussi inspirer d'autres gens Justement. comme ça, quoi. Oui, des gens qui pensaient que c'était... Enfin, des gens qui ne s'imaginaient pas que c'était possible. Que c'était possible. Ouais, ça devient possible, en fait. À ce moment, ça devient possible dans leur tête. Voilà. Et donc, ouais, justement. Parce que quelqu'un qui a grandi dans la même ville que toi ou qui était ton voisin ou qui est dans le même pays que toi l'a fait. Et ça ne se passe pas à l'autre bout du monde. Justement. Ouais. Et un point positif dans ce parcours, c'est le fait de pouvoir, par exemple, faire du business dans la passion. Pouvoir faire de la publicité pour des structures et gagner en retour, alors que vous êtes lancé dans l'aventure sans même espoir de trouver des gens comme cela. Donc, c'est pour dire quoi? Est-ce que, au-delà de la passion, il y a un but financier ou il y a un but de business derrière tout ce qui est fait? Alors, très, très belle question. Très belle question. Je pense qu'il faut qu'il y ait un modèle business derrière. Il le faut pour que l'initiative continue. Parce que si
tout le temps, s'il faut demander que les gens contribuent, tout ça. Je pense que, ouais, c'est bien. C'est communautaire ce qu'on fait. On ne le fait pas pour nous. On le fait pour la communauté. On cherche à créer de l'impact. Mais derrière, il faut s'assurer que ces initiatives-là deviennent autonomes, voilà, avec le temps. Donc, forcément, il y a un but lucratif, mais pas au sens qu'on veut gagner de l'argent, que c'est comme si on le faisait pour de l'argent, mais justement pour rendre les initiatives autonomes et pour pouvoir créer plus d'impact. Parce que plus on a des moyens, plus on peut créer d'impact. Donc, voilà. Alors, oui, oui, vas-y. Ah, ok, merci. En dehors des deals dont tu as parlé avec hébergeurs, hôtels, comment ça se monétise, justement? OK. Comment ça se monétise? Je pense que le modèle business qu'on a pour le moment exploré jusque-là, c'est vraiment ça. C'est des partenariats avec toutes sortes de structures. Pour le moment, on s'est limité à hôtels, restaurants. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut mieux développer, qu'on peut mieux préparer pour des prochaines aventures, pour des prochains challenges. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il y a un moyen de monétiser à partir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les vues et tout ça qui sont monétisables sur les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on doit développer, c'est des choses qu'on doit mettre en place pour toujours dans une perspective de monétisation. Et aussi, il y a les partenariats voilà, qu'on peut faire avec des grandes entreprises. Donc, sponsor, ouais, des sponsors, partenariat et monétisation, on va dire, oui, avec vue. Ok, ouais. Bon, pour le moment, c'est les idées. Après, si tu as par exemple des idées à me proposer, non. moi, oui, je suis complètement. totalement ouvert. C'est vraiment de la curiosité, mais c'est vrai que au bout d'un moment, je pense que il y a des opportunités aussi qui peuvent venir, qui peuvent venir d'elles-mêmes, je pense. Ouais, par exemple, j'ai fait en juin dernier, en juin 2024, j'ai participé au programme Yali Dakar, qui est un programme de formation très, très sélectif. Parce que sur 18 000 candidatures, on était 100 à être retenus. Oh, wow. Et je pense que c'est aussi par rapport à ce genre d'initiative que je mets en place. Donc, il y a ce genre d'opportunités, par exemple, où j'ai été à Dakar pendant 3 semaines, me faire former sur des notions de leadership. Donc, ça, c'est un plus à ce que je fais. Et il peut y avoir autant d'opportunités dans ce sens-là. Tant qu'on fait bien ce qu'on fait et qu'on essaie vraiment de garder l'intérêt de la communauté devant, je pense qu'il ne manquera pas ce genre d'opportunités. Je vois. De toute façon, tu en bénéficies. Il n'y a pas que la monétisation dans la vie, heureusement. Justement. Et tu en bénéficies via plein d'autres aspects, en fait, dont celui-là. Ouais, justement. Ouais. Alors, des deux challenges, parce que, comme on le dit, on fait des choses pour avoir d'expérience. Et de chaque expérience, sort toujours de conseils. Dites-nous, des deux challenges, et les 46 jours de Cotonou à Natitengu, les 24 de Cotonou à Abidjan, quel est le conseil que vous gardez et qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir de ce qu'on appelle, entre griffes, prendre de risques? Je pense que c'est ça, il faut prendre le risque. Là, il faut y aller, en fait. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut réfléchir. Je pense que, voilà, il y a des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Voilà. Étudier certains risques et tout ça, se préparer, ok, ça c'est normal. Mais il ne faut pas trop réfléchir. Plus tu réfléchis, plus tu te décourages, en fait. Plus tu trouves des raisons de ne jamais faire, justement. Donc, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau et apprendre à nager. Ouais. Et deux challenges réussis, la prochaine étape c'est quoi? Ah, ok.
La prochaine étape, ce sera aussi un nouveau challenge. Donc, South Africa. South Africa, donc cette fois-ci, c'est à moto. Donc, attends, tu as commencé à pied, Ouais. maintenant en vélo, maintenant en moto. Maintenant, moto. Est-ce que dans 2 ans, on va te voir en voiture et après en Possible. camion? Très, très possible. Et C'est ce que je veux dire. tu veux apprendre aussi à piloter des hélicoptères pour la Tout est possible. Je pense qu'on va y arriver, on va en arriver là. Du coup, ce sera à moto. oui. Cotonou, Dakar, moto, cette fois-ci. Et je pense que pour moi, il y a un certain lien, il y a un lien entre les projets que je fais. Les objectifs du premier s'inclusent dans les objectifs du second. Les objectifs du second s'inclusent dans les objectifs du troisième, ainsi de suite. Donc, disons que pour ce projet, ça va être, par exemple, aller voir le niveau d'hospitalité, aller documenter tout ce qui est culture et tout ça. Mais vu qu'on fait un voyage un peu plus long, là, ça concerne 8 pays. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal. Du coup, là, on commence par parler on va dire de l'Afrique de l'Ouest, un voyage en Afrique de l'Ouest, carrément. Et là, ce projet va prôner l'unité des pays africains. Bon, des pays de la sous-région, mais en général, l'unité des pays africains, promouvoir une Afrique sans frontières, sans barrières. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose dont les Africains ont besoin. Ouais. Dont nous, les Africains, ont besoin. Mais je pense que ça se bloque toujours au niveau de nos dirigeants qui ne facilitent pas les choses. Ouais. Mais je pense que nous, vous avez besoin de ça. Unanimement, on est d'accord qu'on a besoin de ça. Donc, à travers ce voyage, on veut réitérer un peu ce besoin-là. En traversant plusieurs pays, en traversant plusieurs communautés. Et donc, Alors, je reviens d'abord à la thématique ou à la terminologie South Africa. Oui, ça cache quoi derrière? Rien de spécial. Ouais. South, c'est une expression en fond. South, qui veut dire à cause de demain, à cause du futur. Et ça a une double signification parce qu'en Wolof, ça veut dire ouest. Du coup, on va dire, le projet, on le fait, toutes les actions qu'on va poser pendant ce projet, c'est pour le futur de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Voilà. Pour rester dans le cadre du projet de l'Afrique de l'Ouest, mais en général, c'est pour le futur de l'Afrique. Quand on va promouvoir l'intégration africaine, c'est pour le futur de l'Afrique. C'est pour que demain, les choses s'améliorent. Quand on va parler des conditions compliquées au niveau de nos frontières, malgré qu'on soit dans une communauté comme la CEDEAO, c'est pour que les choses s'améliorent. Normalement, la CEDEAO, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Mais à plusieurs fois, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je voulais juste traverser une frontière. Okay. Parce qu'on te demande de l'argent. En fait, pour des raisons qui n'ont pas de sens, on veut te bloquer pour te demander de l'argent. Ouais. Juste pour aller au Togo, là, vous imaginez un peu. Donc, c'est de réelles problématiques aujourd'hui. Et on a l'avantage des réseaux sociaux pour pouvoir faire passer ce message-là pour que les choses changent pour le futur. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut faire ce nouveau projet pour le futur de l'Afrique, pour le futur de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que je suis preneur pour ce mouvement parce que moi, je prône un label qui est Soutu. Ah, ok. Soutu, et mon entreprise, c'est Fiutu. Soutu pour les enfants. Soutu pour l'avenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, si on s'est retrouvés aujourd'hui, c'est pour que demain, des traces puissent rester. Et je pense que c'est vraiment cela. Maintenant, est-ce seulement des Béninois que vous attendez pour ce nouveau challenge? Parce qu'on a dit Soutu, l'union de l'Afrique. Justement. Est-ce que vous y attendez des Africains venus des pays concernés? C'est quoi réellement? Oui, justement, on attend des Africains des pays concernés, mais même des pays qui ne sont pas directement concernés. C'est quand même 2 mois en chemin, 57 jours pour le planning qu'on a à faire. Donc, certains vont nous rejoindre directement dans leur pays. Super. Et faire le parcours de leur pays
et d'autres pays au fur et à mesure. Vous allez être escorté un peu, quoi. Justement. Donc, à défaut que les gens fassent les 57 jours, 57 jours, je sais, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Donc, du coup, on essaie de faciliter un peu les choses. Par exemple, que le Béninois, par exemple, puisse faire du Bénin jusqu'au Togo, même jusqu'au Ghana, et qu'il y ait d'autres, par exemple, d'autres Ghanéens qui viennent avec nous du Ghana jusqu'un peu en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Ainsi de suite, donc voilà. Et quelles sont les conditions pour participer? Alors, les conditions pour participer, déjà, il faut s'inscrire. Puisque on ne veut pas juste des participants, on veut des gens qui épousent l'esprit du projet, des gens qui s'intéressent réellement à l'Afrique, des gens qui s'intéressent réellement au développement, au changement de l'Afrique. Donc, du coup, il y a un questionnaire que vous allez remplir qui va vous poser des questions, voilà, une suite de questions. Et par rapport à ces questions-là, on va programmer une séance avec vous où, voilà, où on essaie d'échanger et vous dit après si vous êtes sélectionné ou pas. Si vous êtes sélectionné maintenant pour rentrer dans le processus, déjà savoir si vous avez déjà une moto ou pas. Excusez. Et donc, dans la démarche, c'est vous accompagner, par exemple, à avoir une moto pour le parcours, ou voilà, à vous aider dans votre préparation pour ce parcours-là. Et le manger, la prise en charge? Actuellement, on est en train de lever des fonds pour le projet. Donc, en fonction du nombre de personnes qui se sont déjà manifestées, on essaie d'inclure un certain nombre de besoins dans les fonds qu'on est déjà en train de lever. Mais pour quelqu'un qui arrive, il y a un budget que la personne doit préparer par rapport, par exemple, au manger, à l'hébergement et d'autres choses comme ça. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'une personne qui a envie de faire ce parcours, que la personne vienne et qui ait les moyens disponibles, que la personne fasse ce parcours. Vous voyez? Donc, c'est ce dont nous, on rêve. Mais à défaut d'avoir des moyens pour tout le monde, quand les gens viennent, il faut qu'ils mobilisent un certain moyen pour pouvoir assurer certaines charges. Ok. Parce que vous avez dit South Africa. Et je pense South Africa. Africa, ouais. Bon, South, c'est toujours moi. Et dans, disons, l'idéologie South, c'est parvenir à faire une libre Afrique. Quand je dis parvenir à faire une libre Afrique, parvenir à avoir cette Afrique qui ne tend plus la main, mais qui est capable de générer elle-même tout ce dont elle a besoin pour aller vers son développement. Alors, on va lever de fonds cette fois-ci. Et ça dit que pour le prochain Challenger, il y aura toujours encore de levée de fonds. Est-ce que vous pensez déjà à vous s'autonomiser, à avoir vraiment de sources ou un modèle économique autour de l'activité? Justement, comme je le disais, on est en plein dans cette démarche-là. On est en plein dans cette démarche. Et à partir de ce projet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, avec les fonds et tout ce qu'on va mobiliser, c'est pour avoir plus de matériel. Qui dit plus de matériel, on peut produire plus de contenu et de qualité. Et à partir de là, je pense que tout ce qu'il y a comme perspective de monétisation autour des contenus, ça va être encore plus développé. Et derrière, on pourra de plus en plus s'autonomiser. Super, je veux devenir partenaire. Comment je fais? Ok, pour devenir partenaire, il y a deux formes de partenariat. Déjà, nous acceptons des partenariats au niveau local. Quand je dis au niveau local, c'est au niveau de chaque pays où des gens, des entreprises peuvent s'allier, associer leur nom à ce projet-là. Donc, par rapport à ça, on a des conditions définies. Si la personne est d'accord sur ces conditions, la personne peut s'associer, mais seulement au niveau de son pays. Okay. Maintenant, on a aussi des formes de partenariat au niveau régional, on va dire, sur tout le trajet. Voilà. Par rapport à ça aussi, il y a des conditions. Il faut juste que les gens nous contactent et on va pouvoir partager dans les détails ces conditions avec eux. Les conditions, par exemple, c'est ce qu'ils apportent et en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent, les contreparties par rapport. Puisque après, c'est un investissement. Donc, du coup, c'est du gagnant-gagnant. justement, quand quelqu'un investit, il attend forcément quelque chose en retour. Donc,
on propose aussi des contreparties par rapport aux investisseurs. Super. Et j'ai tout fait pour vraiment monopoliser la parole. Et je pense, lui, de l'autre côté de l'Angleterre, et il essaie de vraiment encourager la jeunesse africaine, encourager la jeunesse béninoise à prendre des risques et à avoir les compétences nécessaires pour faire face à ce risque. Lui, c'est Luc Messon Possou. Et voilà, on vient d'écouter notre ami, de l'entendre du début jusqu'à la fin, Premier Nomade. Qu'est-ce que cela vous inspire? Déjà. Attends, je vais prendre des notes. Vas-y. Oh, Joe. déjà beaucoup de respect. Je pense que, enfin, on en a parlé lui et moi, quelques fois dans nos quelques conversations, mais oui, je trouve vraiment, ouais, c'est beaucoup de courage de sa part, et aussi, enfin, je sais pas quoi, je sais, quand tu racontes tout ça, je sais pas comment t'as fait, quoi. Je sais pas. Et ouais, en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. Je peux pas forcément décrire ça facilement comme ça. Le plus facile que je trouve que je trouve à dire, c'est ouais, beaucoup de respect, de l'étonnement, ouais, voilà quoi. C'est vraiment ce que ça m'inspire, pour répondre de manière un peu courte à ta question. Ok. Mesdames et messieurs, Anis Pepe, un artiste béninois, disait Edomi koi no viroro, kenhoho mini jodo, South Africa, pas de frontières, parce qu'il n'existait pas Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria. Non, c'était Africa, c'était Mama Africa. Et je pense qu'avec cette initiative. Ok, Oh. par rapport à ce que tu disais, Oui. j'ai une petite expérience à partager. Ok. Par exemple, quand vous partez de Comé et vous évoluez juste. Déjà, à partir du Comé, il parle le Wachi, Oui. qui s'apparente au Mina. Disons que c'est des dérivés, c'est à peu près les mêmes langues. Et en termes de culture, en termes d'activité, c'est presque les mêmes activités. Et c'est la même communauté qui continue jusqu'à Lomé. Parce que jusqu'à Lomé, les gens parlent le Mina. Oui. Maintenant, quand vous traversez, vous rentrez dans le Ghana, Il parle. il parle toujours il parle le Ewe. C'est le Le Ewe. le Ewe ou Ewe? Il s'écrit Ewe, mais on dit Bon, Ewe. Ewe, justement. ouais. Il parle le Ewe donc C'est un peu jusqu'à différent, mais ouais, tu peux toujours comprendre. jusqu'à à peu près à Accra. Donc, disons sur à peu près 300 km, c'est par exemple la même communauté, mais qui se Ouais. divise en 3 pays. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose par exemple, que j'ai remarqué dans notre aventure de Cotonou pour Abidjan. Oui. Et j'ai trouvé ça choquant, puisque finalement, c'est les mêmes personnes, Ouais. mais qu'on a divisé avec des frontières. C'est pour rejoindre ce que tu disais par rapport au fait qu'il n'y avait pas de Togo, il n'y avait pas de... Et les gens pouvaient aller facilement vers les autres. Donc, mais aujourd'hui, on est divisé par des frontières, quoi. Oui, Donc, mais on nous divise pour mieux, nous. C'était un peu. Vous savez, avant, je savais pas du tout. Moi, né dans mon Bénin, pas forcément allé au Ghana ou sorti beaucoup en Afrique. Je connais peut-être mieux l'Europe que l'Afrique. Et en fait, je me retrouve en Angleterre. C'était quoi? C'était pas loin d'une station essence. Et je vois 2 gars en train de parler anglais. Puis ils switchent en minant. Mais c'est un minant un peu... Enfin, c'est justement ce Ewe ou Ewe là. Et en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Je les entends parler en minant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est après que j'ai compris que oui, effectivement, il y a une partie du Ghana qui parle et d'ailleurs, je pense que le minant vient du Ewe. C'est une variation. justement. Ce n'est pas dans l'autre sens. En fait, la migration est partie.
Est-ce que c'est pas les gants qui sont devenus après Bon, ou pas? je ne sais pas, mais selon l'histoire ou l'histoire des migrations, vous voyez, nous, on est ici aujourd'hui au Bénin. Et la majorité, par exemple, quand on prend le sud Bénin, les vagues de migration sont venues du Nigeria et du Togo. Et du Ghana, non? Non, en fait, quand je dis Nigeria et Togo, Ah, les pays limitrophes, ok. c'est vraiment proche. Ok, Mais ok. quand vous allez dans la réalité lointaine, ceux-là qui sont venus au Nigeria ont quitté le Ghana. Et ceux-là qui sont venus au Togo, il y a une partie qui avait quitté le Nigeria et une partie qui a quitté le Ghana. Ok. Donc, Ok. du coup, c'est toujours les mêmes choses. Nous sommes toujours D'accord. la même D'accord. personne. Et voilà, et je pense, après 1h10, on a vraiment pris du plaisir à découvrir notre ami. À se découvrir surtout. Mais à surtout découvrir les challenges. Et je pense que, vous voyez ici, il n'y a pas de régie, son, il n'y a pas d'artiste, mais on est tous artistes. Et là, on va s'essayer sur vraiment de la percu, mais percu qu'on appelle aglam jazz. Alors, vous allez dire non vie, non vie. Non vie, non vie. Et vous allez dire ça ou tout. Et ça est. C'est parti. Placatata, di. Non, vie, non, vie. Sauto, Africa, sauto, 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 sauto. Alors, mesdames et messieurs, c'était Live Bénin à la découverte des challenges de notre ami, de notre frère béninois, togolais, africain, premier nomade. L'objectif, c'est toujours parcourir des communautés, parcourir l'Afrique, aller à la découverte des peuples pour voir ce qu'on partage en commun, pour voir l'hospitalité, pour voir les liens sociaux, comment se vit la culture. Et je pense c'est l'Afrique qui en sort gagnante. C'est chaque Africain qui en sort vraiment grandissant, je dirais, parce que ça nous permet de découvrir qui nous sommes réellement, qui est l'autre. Et ce sont des projets qui nous permettent maintenant de porter de faux jugements sur les autres. Parce que sans connaître l'autre, sans savoir comment il vit, tu ne peux jamais mieux le juger. Alors, par cette passion, il nous amène à découvrir les autres avant de dire qui ils sont réellement. Mais derrière, n'oubliez pas, comme on le dit, il faut manger. Là, il y a également du business. Donc, derrière le social, la passion, il y a un modèle économique. Jeune Africain, tu peux. You can, ensemble, nous pouvons. Je suis Lucas. Merci. Bon, moi, je dis juste... il est 3h du matin. Et ouais, on a commencé ça assez tard et sur la et vraiment sur la comment dire complètement improvisé quoi. Complètement improvisé. Ben est là en train de s'occuper des caméras. Ouais. On est en train de lui faire passer une nuit blanche. et non, ouais, je pense que ouais, c'est cool. C'était une belle occasion complètement improvisée de discuter un peu. Quoi. Ouais, c'est cool, je pense. Ok. Alors, moi, je parle pas. non, simplement pour dire, moi j'ai introduit, Lucas après, et pour finir, celui-là qui va parler et plus personne d'autre ne va parler, c'est premier nomade que j'ai pris d'accueillir. Merci. Non, moi, je voulais vraiment pas parler. Je voulais qu'on conclue à la santé. Ok. Tu veux lequel? Tu veux celui avec les racines ou tu veux... Oh ouais. Ouais, Oh pourquoi? ouais. À Massindi, Tu veux lui? Oh ouais. Ah, les gars, vous êtes dangereux. Alors, ceci, on vous le présente, c'est du sodabi. Sodabi, c'est notre liqueur ici. Mais ça, c'est fort. Ouais, Aïe. c'est fait soit avec le vin du palmier raffia, soit avec le vin du palmier à huile. Désormais, on a le tapaco
qui est fait avec, après fermentation du manioc. Mais ce qui est plus connu, c'est soit le vin du palmier raffia, soit le vin du palmier à huile. Et chez nous, on ne le prend pas comme cela. Il faut toujours le mettre sur des racines, des feuilles, des écorces, parce que derrière l'envie de se faire plaisir, il y a toujours l'envie de prévenir une maladie, un envoûtement ou quelque chose. L'Africain a toujours son taca. Mais Luc disait que c'est pas pour les célibataires. C'est vrai? Ok. Je dis des choses hors antenne, tu Ok. Tu vas couper ça au montage. Non, on va laisser. En fait, apparemment, c'est un aphrodisiaque, mais en fait, il y a toute une, c'est ça qui m'étonne un peu, parce que il y a une super longue liste de tout ce que ça traite, en plus de ça, et je me demande, mais est-ce que ça le traite vraiment, quoi? Bon. Troubles de foie, vers intestinaux, hémorroïdes, troubles d'érection, arthrose, drépanocytose, anémie, maladie de sang, ulcère gastrique, Seigneur. obésité. Seigneur. En fait, c'est là le problème que nous avons avec la médecine traditionnelle chez nous. C'est efficace, mais il faut trouver le moyen vraiment de vendre. Juste un peu. Juste un tout petit peu. Oui. Moi aussi, j'en prendrais. Pouvoir- Moi aussi, j'en prendrais juste un tout petit peu. Parce que ce truc-là. Je vais moi, pouvoir dormir. je peux faire le Un peu. plein. Je peux faire le plein quelques matins à la maison. Ah, ok. Juste un peu. Faut lui en mettre un peu plus. Waouh. Moi, ça va être juste quelques gouttes. Hein. Voilà. C'est bon. Mais ouais, c'est vraiment une longue liste, hein? Ok, les gars. Alors, Ok. on trinque au challenge. À l'Afrique? Ouais. À l'Afrique. À l'Afrique. À Ben. Qui sec. Après ça, il faut me respecter. Oh. Ouf. Alors, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.